Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième rencontre des achats responsables de la métropole de Lyon dans le cadre du SPAR, le schéma de promotion des achats responsables. Pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, et vous êtes très nombreux, pour la première fois en tout cas, puisqu'on a augmenté notre audience de 30% par rapport à la première émission la semaine dernière, nous expérimentons pour ces rencontres un format frugal. Nous souhaitions pouvoir accueillir le plus de monde possible, des entreprises de toute taille, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les organisations professionnelles, les associations, les représentants aussi des collectivités. Nous souhaitions le faire avec une économie de moyens, puisqu'on est en train de parler d'achats responsables. Et puis, il fallait évidemment tenir compte des contraintes imposées par la Covid. Donc, vous nous voyez là sans masque, mais sachez que nous sommes soit complètement vaccinés, soit testés. Et autour de nous, en tout cas, toute l'équipe est parfaitement protégée. Donc, nous espérons que vous passerez avec nous ce matin un moment à la fois intéressant et agréable. La rencontre d'aujourd'hui est dédiée à la filière alimentation sur le thème « Comment pouvons-nous, ensemble, développer, structurer, pérenniser des offres durables ?» Au programme ce matin, comme pour chaque rencontre, les objectifs du SPAR, les principales données sur les marchés de la métropole, les ambitions de la collectivité en matière d'achat responsable, le témoignage d'un acteur économique et des temps pour répondre aux principales questions que vous aurez posées dans le fil de conversation. Et ce fil de conversation, vous le voyez s'afficher à droite sur votre écran. Aujourd'hui, dans le studio, nous avons, alors je vais faire par ordre d'apparition, Monsieur Michel Soulas, directeur général adjoint à la métropole de Lyon. Bonjour à tous. Et Monsieur Jérémy Camus, vice-président agriculture, alimentation et résilience territoriale. Bonjour à toutes et à tous. Et à distance, nous aurons le témoignage de Monsieur Ronan Dedieu-le-Veu, directeur de la communication externe de l'entreprise Milléen Repas. Pour en savoir plus sur le SPAR, tout de suite en vidéo le message du président de la métropole, Monsieur Bruno Bernard, et dans une minute, les précisions de Monsieur Soulas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour nous aider à travailler sur ce schéma d'achat responsable que porte la vice-présidente Emeline Baume. C'est important pour nous de profiter de votre expertise pour avoir un schéma efficace, progressif, qui corresponde aux besoins du territoire. Il y a énormément de sujets. Nous avons un rôle économique très important à la métropole de Lyon et nous avons un certain nombre d'actions, mais notre rôle économique le plus important, c'est notre politique d'achat, puisque nous achetons pour plus d'un demi-milliard d'euros par an de prestations et d'achats. Dans le domaine des travaux publics, du BTP, dans celui des déchets, du nettoiement, ou encore dans celui de l'alimentation. Et ce schéma, il doit reposer sur des critères environnementaux pour avoir un impact carbone plus bas, pour favoriser le réemploi, des critères sociaux pour favoriser l'insertion, faire diminuer le nombre d'allocataires au RSA, et puis bien sûr des critères de RSE pour favoriser les entreprises qui ont une politique d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap. Donc je compte sur vous pour que d'une politique d'achat sérieuse, nous ayons pour le territoire une politique d'achat stratégique. Merci pour votre travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là. Le président de la métropole de Lyon, à travers cette vidéo, pose les enjeux du SPAR. Nous allons maintenant aller un peu plus loin avec Monsieur Soulas. Est-ce que vous pouvez nous préciser les objectifs concrets du SPAR ? Et Madame Lapra, peut-être avant de vous répondre, m'associer donc aux propos du président et notamment remercier vous toutes et vous tous qui participez ce matin à cette seconde émission. Donc pour en revenir à la question, les objectifs donc, de notre schéma de promotion des achats responsables, ils ont été fixés en fait par une délibération adoptée en début d'année pour faire de la commande publique du Grand Lyon à la fois un outil de promotion de nouveaux modèles économiques, on pense par exemple à l'économie circulaire ou aux problématiques des circuits courts, mais aussi de faire de cette commande publique un levier d'accompagnement à la transformation écologique et sociale du territoire. Donc on comprend bien la logique, un levier d'action qui représente de 600 millions à 700 millions d'euros par an de commande publique du Grand Lyon, et donc un levier très très important
et un objectif, on va dire, assumé par la collectivité, qui est de vouloir augmenter l'impact de cette commande publique sur la transformation du territoire. Donc, enjeu très important, objectif très ambitieux. Je pense qu'ils sont plusieurs derrière leurs écrans là, en train de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on va atteindre ces objectifs et comment être sûr que ces ambitions elles vont pouvoir se traduire dans les faits? Alors, c'est la toute première des difficultés, mais on va dire que c'est une difficulté assez classique. On part donc d'objectifs stratégiques et on va dire le premier des objectifs à résoudre, c'est de rendre opérationnel, de décliner ces objectifs stratégiques en plan d'action opérationnel sur une feuille de route. Et donc évidemment, pour tracer cette feuille de route, pour établir ce plan d'action, on a besoin de mobiliser toute l'intelligence collective possible de façon à l'enrichir au maximum. Et nous avons donc notamment besoin de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour qu'ils puissent enrichir ce plan d'action. Alors, c'est le choix de la métropole de Lyon, justement, d'associer les acteurs économiques, parce que d'autres collectivités ont fait le choix d'établir leur SPAR par elles-mêmes. Et vous, à la métropole de Lyon, vous avez fait le choix de co-construire le plan d'action avec les acteurs économiques du territoire. Oui, donc cette co-construction, elle est vraiment essentielle, au moins pour deux raisons, finalement assez simples, que chacun pourra comprendre. Tout d'abord, on a beaucoup à apprendre à la métropole de Lyon, je dirais, sur ces sujets. La collectivité n'est pas particulièrement en avance sur sa réflexion achat responsable et tous les acteurs du territoire ont eux-mêmes des achats et ont souvent développé des bonnes pratiques ou des préoccupations RSE qui sont en avance par rapport à l'état d'avancement de la collectivité territoriale. Et puis la deuxième problématique, elle est assez simple. On élabore un plan d'action dont l'objectif est une mise en œuvre assez rapide. Et il faut donc qu'on vérifie le bon alignement en fait de ce plan d'action avec à la fois les besoins, les attentes, mais aussi les innovations des différents acteurs du territoire, de façon à ce que finalement l'action de la collectivité s'inscrive bien en résonance à la fois des attentes, des besoins et des initiatives du territoire. Pour ce faire, le plan d'action, et pour donner un peu d'illustration aux propos, on imagine à date qu'il contiendra deux volets. Un premier volet dédié plutôt, on va dire, aux actions internes à la collectivité. Chacun comprendra que si on veut faire progresser nos équipes, il faut des plans de formation. Si on veut modifier un peu nos contrats, il faut qu'on réfléchisse sur les clauses qu'on est susceptible d'y inclure. Si on veut changer un peu la façon, je dirais, de répondre aux besoins du territoire, il faut qu'on questionne l'allotissement. Donc c'est plutôt l'aspect méthodologique, le premier volet interne. Et puis un second volet plutôt tourné vers les acteurs du territoire et qui sera forcément lié cette fois-ci au programme d'achat opérationnel de la collectivité. On ne traitera des filières alimentation que le jour où j'aurai effectivement un contrat à repasser en la matière. Et donc ça, c'est plutôt le programme glissant qui s'appuie sur le programme d'achat de la collectivité et qui dépend donc de nos calendriers d'achat. Vous avez parlé de l'état d'avancement des acteurs économiques. Pendant que vous parliez, on a eu un premier sondage auprès des participants et nous avons dans notre audience aujourd'hui, en tout cas, des gens qui s'affichent justement comme avancés en matière de transition écologique, puisque vous étiez plus de 50%, 54% je crois, pour annoncer, pour mettre au niveau 4 ou 5, pour placer votre entreprise au niveau 4 ou 5. Donc, ça a bien confirmé vos propos, Monsieur Soulas. Vous avez parlé de volet 1, vous avez parlé de volet 2 pour le SPAR. Quel est le calendrier pour élaborer le premier plan d'action? Mais sur quelle échéance? Donc, vous l'aurez compris, le plan d'action sera donc glissant. Pour l'élaborer, on a un objectif qui a été fixé par notre exécutif, qui est je dirais, de pouvoir traduire ce plan d'action dès la fin de l'année 2021. On a imaginé la construction de ce plan d'action en 3 temps. Le premier temps est achevé. C'est un premier temps, on va dire, interne à la collectivité qui a permis de faire un état des lieux des pratiques de nos services en matière d'achat responsable. Et donc c'est là où on s'aperçoit que la maturité est très variée selon les endroits de la maison dans nos services. Le deuxième temps, c'est celui qu'on commence avec ces fameuses rencontres des achats responsables de façon à mobiliser le plus possible l'intelligence du territoire et la contribution donc, des acteurs économiques qui viendront enrichir nos réflexions. Et puis on aura évidemment un dernier temps, on va dire, de fin d'année, d'arbitrage. On reviendra vers nos exécutifs de façon à ce qu'on fixe à la fois précisément le plan d'action et surtout les moyens qu'on y consacrera pour une mise en œuvre la plus rapide possible.
Merci. Donc, peut-être que je peux juste rappeler comment vous allez contribuer pendant cette émission. Vous avez plusieurs canaux durant cette rencontre. Le premier, bien entendu, c'est le chat. Donc là, vous pouvez poster vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Une équipe de modération composée d'agents, de techniciens de la métropole de Lyon suit vos propositions, répond en direct quand elle peut le faire, et sinon va me transmettre ici les questions que je vais pouvoir poser à M. Soulas comme à M. Camus. Nous aurons donc 2 temps pour répondre aux questions que vous aurez posées, en tout cas au principal. Vous verrez également apparaître durant l'émission des sondages rapides. Vous avez déjà répondu aux 2 premiers qui s'affichent, donc vous avez pu voir les résultats. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu tout dire dans le fil de conversation, nous proposons un temps d'échange complémentaire, de recueil des retours d'expérience et de suggestions. Ça sera en fin d'émission, de 12h à 12h30. Ce temps d'échange complémentaire, il est dédié aux acteurs économiques, c'est-à-dire aux entreprises, associations d'entreprises ou groupements professionnels, puisqu'on est vraiment orienté sur vos pratiques d'acteurs économiques. Il sera animé par notre équipe Corpoé et bien entendu, nous en ferons la restitution à la métropole de Lyon. Donc, plusieurs modalités pour vous pour contribuer durant cette rencontre. Nous enchaînons avec vous, Monsieur Soulas, pour la séquence data, c'est-à-dire les principales données sur les marchés publics liés à l'alimentation au sein de la métropole. Merci. Donc, quelques diapos sur nos marchés liés à l'alimentaire de façon générale. Et une première diapositive qui, je dirais, décrit la topographie de nos achats avec trois grands besoins à satisfaire. Donc, le premier, le plus important, c'est évidemment la restauration scolaire des collèges, auquel on ajoute un restaurant supplémentaire qui équipe notre Institut départemental de l'enfance et de la famille, l'IDEF. C'est le premier grand champ avec un volume de repas d'environ 3 millions de repas par an pour environ 62, je le dis de mémoire, services de demi-pension. Ce besoin de restauration scolaire est aujourd'hui adressé pour 24 d'entre elles par des délégations de services publics et pour le reste par des marchés puisque le service est alors en régie. Le second grand champ de la collectivité porte sur le restaurant administratif. Donc ça, c'est le restaurant qui équipe nos propres services à l'hôtel de métropole, avec un besoin qui est d'environ 200 000 repas par an. Et puis enfin, nous avons des prestations de traiteurs, de petit déjeuner, de plateau repas ou de buffet pour les différentes manifestations que nous avons dans nos locaux. Voilà pour le besoin. S'agissant des marchés, je reviendrai sur les DSP dans un second temps. S'agissant des marchés publics, c'est un volume d'achat de 3 à 4 millions d'euros par an. Et vous avez là un petit graphique qui en donne la structure. Vous voyez qu'en fait, ce qu'on relie, nous, à la filière alimentation est quand même un peu plus large, puisqu'on a quand même un tiers de ce besoin qui porte en fait sur les équipements et le mobilier de restauration collective. Donc ça fait 1 million quand même sur les 3 à 4 millions qu'on a chaque année en termes de commandes de cette filière. Et en revanche, pour le reste, donc les 66% restants, c'est grosso modo en 3 tiers, avec des produits alimentaires bruts, des prestations de traiteurs et puis des repas produits en liaison froide pour notamment nos collèges. Sur le planning, puisque en fait la capacité de faire des achats plus responsables va nous conduire à forcément réinterroger le local ou le territorial sur sa capacité de réponse. Donc bien avoir en tête le calendrier de nos prochaines consultations. Sur les 3 ans qui viennent, donc entre 2021 et 2023, on a quand même 39 marchés à renouveler, donc 39 marchés qui sont autant d'occasions de réinterroger l'expression du besoin sur la période, de façon peut-être à trouver soit des solutions plus intelligentes, soit des solutions plus accompagnantes pour le territoire. Je rentre un tout petit peu dans le détail de ce planning. Vous voyez que c'est assez bien réparti selon les années entre les différentes catégories d'achats que j'ai illustrées dans une diapo précédente, entre les affaires d'équipement mobilier et les produits qui sont plus directement issus du monde agricole, produits alimentaires ou prestations de liaison froide notamment.
Enfin, une dernière diapositive qui porte sur les contrats de délégation de services publics à la métropole de Lyon. Donc nous avons 4 contrats de délégation de services publics pour assurer la restauration de 24 de nos collèges publics. Le volume, le chiffre d'affaires de ces contrats, c'est environ un peu plus de 5 millions d'euros en 2019. Ce sont des contrats qui sont donc importants. Je précise tout de suite qu'ils arrivent à échéance à l'été 23, donc à l'issue de l'année scolaire 22-23, ce qui veut donc dire que ce sont des contrats dont on va commencer à réfléchir à la remise en concurrence, on va dire dès le début d'année 22, de façon à pouvoir retravailler les cahiers des charges. Parmi ces cahiers des charges, quand même quelques éléments importants vis-à-vis de la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont des contrats qui portent beaucoup d'heures de travail en insertion, donc ce sont des supports importants pour nos politiques sociales. C'est aussi un support important pour évidemment le respect des normes de la loi Egalim et surtout le support des ambitions de l'exécutif qui vont bien au-delà, avec aujourd'hui environ 30% de produits bio produits dans le cadre de ces contrats. Puis c'est surtout un engagement de nos co-contractants sur la sollicitation d'approvisionnements locaux, puisqu'on a aujourd'hui un engagement moral d'environ 40% de l'approvisionnement sur ces contrats. Évidemment, on retrouve sur ces contrats les principes de qualité dont on pourra reparler tout à l'heure concernant les labellisations et la recherche de circuits courts. Voilà pour l'essentiel des besoins de la filière aujourd'hui à la métropole de Lyon. Merci Monsieur Soulas, vous avez posé le cadre, les objectifs, les enjeux. Eh bien, nous poursuivons cette rencontre des achats responsables avec Monsieur Jérémy Camus, vice-président agriculture, alimentation et résilience du territoire. Évidemment, on a envie de connaître vos ambitions sur le volet alimentation du SPAR. Très bien. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien derrière vos écrans. Merci de votre présence, merci de participer à ce moment d'échange. Et merci de m'avoir invité pour parler un peu de la perspective ou de la vision politique qu'on souhaiterait mettre en place au cours de ce mandat et dont la commande publique représente un levier plus qu'intéressant pour changer d'échelle et répondre à nos enjeux. Le schéma qui vous est présenté ici, elle symbolise assez bien, elle sous-tend assez bien ce schéma, la politique générale, en tout cas le grand constat on peut faire aujourd'hui sur cette métropole, le fameux chiffre de 4,6%, dire aujourd'hui la métropole a moins de 5% d'autonomie alimentaire, ce qui nous place en difficulté en cas de crise, en cas de choc, et on vient de le vivre avec la pandémie, avec des difficultés d'approvisionnement, une sécurité alimentaire plus que précaire, et des phénomènes d'aliments d'approvisionnement, aller vers plus de local, aller vers plus la production qui est faite sur notre territoire, et le constat amer que la production n'est pas à la hauteur aujourd'hui des besoins des habitants et des habitantes de la métropole. 95% de ce qui est consommé aujourd'hui sur la métropole provient de l'extérieur du territoire, c'est-à-dire qu'on importe nos propres alimentations et on exporte à contrario 95% de ce qui est produit aujourd'hui sur la métropole. Donc ce phénomène est assez paradoxal et ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir en fait une agriculture qui est nourricière pour ses propres habitants. Et donc l'un des grands enjeux de ce mandat, c'est de renforcer la résilience de notre système alimentaire, renforcer la sécurité alimentaire qui est derrière, et donc pour ça, agir sur toute la chaîne de valeur, de la semence jusqu'à l'assiette, de la fourche à la fourchette, prenez l'expression que vous souhaitez, en tous les cas d'avoir vraiment une action sur l'intégralité de la filière. Ça commence par le foncier c'est-à-dire la terre agricole, et ça va effectivement jusqu'à l'assiette, on en parlera peut-être un peu plus en détail avec les premiers éléments qui ont été transmis par M. Soulas sur notre commande publique en matière d'approvisionnement de nos collèges, nos 80 et quelques collèges sur la métropole et des 24 000 repas qui sont servis quotidiennement sur la métropole. Peut-être pour vous donner aussi les autres leviers, parce qu'en fait la commande publique est un des leviers, mais pas le seul, pour agir sur l'ensemble de cette filière. L'urbanisme est un des premiers leviers, et aujourd'hui on est en pleine modification du plan local d'urbanisme et d'habitat sur la métropole, sur lequel un gros objectif est fixé sur la préservation des terres agricoles, voire la réappropriation de terres en terres agricoles, ce qui nous permettra demain de sanctuariser la terre agricole sur la métropole.
C'est peut-être une image d'Épinal de voir Lyon avec ce tunnel de Fourvière et ses embouteillages. En fait, on a à peu près 12 000 hectares de terres agricoles sur la métropole, ce qui représente déjà 20% quasiment de la superficie de la métropole de Lyon. Et sur ces 12 000 hectares, on a aujourd'hui à peu près 10 000 hectares qui sont déjà quasiment sanctuarisés pour la pratique agricole. Donc reste à continuer à sanctuariser ces terres et surtout à inverser le schéma, c'est-à-dire que ces terres elles soient surtout produites pour la population et donc inversées en ayant peut-être plus d'alimentation qui proviennent de nos propres productions locales. Une fois qu'on a dit ça, on a sauvegardé les terres agricoles, encore faut-il y mettre des producteurs et on verra en quoi aussi la commande publique permettra de répondre à ce grand besoin, de remettre du paysan. Alors je ne l'ai pas aujourd'hui, mais généralement je me balade avec un petit badge qui met nous voulons des paysans. Et effectivement, ça a plus qu'un mantra, c'est un vrai objectif, un des 5 axes de la politique agricole aujourd'hui, c'est remettre de la population agricole sur notre métropole. Et en l'occurrence, une des façons de les sécuriser, de les attirer, de rendre attractif notre territoire métropolitain, c'est de leur assurer des débouchés économiques. Et en l'occurrence, la restauration collective, à certains égards, peut devenir un débouché économique intéressant pour ces producteurs, non seulement parce qu'elles garantissent des volumes, mais elles garantissent aussi potentiellement une pérennité dans le temps. Et on sait que le temps de l'agriculture est un temps long sur lequel on prend des risques. Et si on limite le risque en proposant des contrats plus longs avec ces producteurs, alors on répond à ce besoin de redensifier notre population agricole en agriculture. Une fois qu'on a des paysans sur nos terres agricoles, un autre facteur, et peut-être certains d'entre vous sont concernés, c'est la transformation, c'est la transformation de nos produits agroalimentaires. Et donc, de la même façon, on fait le constat aujourd'hui d'absence ou de peu d'unités de transformation locales. En l'occurrence, la semaine dernière, pour votre information, j'étais moi-même en visite dans une légumerie jusqu'à Grenoble qui vient récupérer, éplucher, laver des légumes qui viennent de notre propre territoire pour être acheminés à Grenoble, transformés pour revenir ensuite sur la métropole. Donc autant dire que les impacts carbone peuvent être réduits si on était à même d'avoir ce type d'équipement sur la métropole. Et je ne parle pas de transformation des céréales, etc. Donc voilà, j'ai oublié de vous donner un chiffre, mais qui est quand même assez probant. On perd 1 hectare de terre agricole par jour sur le Rhône depuis une décennie, et on a 40% de notre population agricole qui a baissé sur ces 20 dernières années. Donc, juste pour mettre en perspective la dynamique qui n'est pas vraiment très bonne sur ce territoire. Un autre élément qui est important, et je vous propose de passer à la slide suivante. Comme vous le savez, la métropole, c'est aussi une compétence départementale et en l'occurrence la compétence sociale. Et le deuxième grand pilier de cette politique alimentaire métropolitaine, c'est la justice alimentaire. En partant d'un chiffre assez dur, 30% des personnes qui sont interrogées, qui ont été interrogées dans le cadre de cette enquête sur la métropole de Lyon déclarent ne pas avoir les moyens de se nourrir correctement sur la métropole. Et un chiffre encore plus dur, c'est que 15% des gens interrogés déclarent ne pas se nourrir à leur faim sur la métropole. Donc il y a aussi aujourd'hui un enjeu de rendre accessible une alimentation saine et durable au plus grand nombre sur cette collectivité. Et avec la compétence sociale du département aujourd'hui au sein de la métropole, arriver à aussi avoir une vraie politique alimentaire à destination de tous et lutter contre ces formes de précarité alimentaire. Et pour revenir au sujet qui nous intéresse, en fait, un des premiers axes ou une des premières actions qu'on pourrait mettre en œuvre pour lutter contre cette précarité alimentaire, c'est au moins de proposer un repas sain, équilibré, durable au sein de nos cantines scolaires et donc parmi les 24 000 repas servis quotidiennement, avoir aussi une action assez directe et positive auprès de nos collégiennes et collégiens. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante aussi, et je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps à partie, mais tout va bien. Cette slide-là, elle vous permet aussi d'avoir une visibilité sur les régimes alimentaires en fait, et la prise en compte justement de notre impact sur l'environnement à travers notre propre assiette et des différentes assiettes qu'aujourd'hui on pourrait avoir sur la métropole. L'assiette actuelle qui est plutôt très carnée, l'assiette équilibrée et qui est recommandée, et puis une assiette durable à impact environnemental réduit. Et donc l'idée c'est d'aller vers cet impact environnemental réduit, et c'était une illustration aussi à travers cette diapositive pour aborder ce sujet.
Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que la métropole, c'est une collectivité, mais c'est aussi 59 communes qui ont elles-mêmes leur propre démarche sur leur cantine, leur restaurant scolaire. Pour ne prendre que les plus grosses, hein, Lyon, c'est 30 000 repas servis quotidiennement dans les groupes scolaires de la ville. Villeurbanne, c'est 8 000 repas. Vénissieux, c'est 7 000 repas. Bref, pour ne prendre encore une fois que les plus grandes. Et autant de réalités qui sont aujourd'hui prises en compte par la quasi-majorité, une grande majorité des élus qui sont sur ces communes, qui souhaitent renforcer aussi l'impact environnemental de leur cantine scolaire, et donc à travers leurs approvisionnements, avoir un effet important. Et donc la métropole a aussi un enjeu d'exemplarité, de montrer à la fois le chemin, de montrer aussi comment on arrive à ces objectifs, et éventuellement d'appuyer ces communes à transformer l'essai au cours de ce mandat. Donc il y a un effet de levier qui est très très intéressant en associant l'ensemble des communes que compose ce territoire à aller vers des objectifs, alors peut-être pas aussi importants que ceux de la métropole, en tous les cas je serais prêt à travailler sur ces objectifs aussi avec ces communes, mais qui permettraient d'avoir un effet de levier assez important sur l'ensemble de la filière que j'ai essayé de vous décrire auparavant. Pour finir, les grands objectifs un peu synthétisés de cette nouvelle mandature, c'est de passer à un 100% bio dans les assiettes de nos collégiens et collégiennes d'ici la fin du mandat, et d'avoir une part au moins de 50% d'alimentation locale dans ces assiettes de nos collégiennes et collégiens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions. Ah Beaucoup oui, de questions dans le chat. On va, alors, elles ne se suivent pas forcément, hein, je vais les prendre comme elles arrivent. Vous répondrez vous-même, Monsieur Camus, ou peut-être quand c'est plus technique, Monsieur Soulas. La première, elle est toute simple, c'est quels sont vos critères d'achat responsable dans la filière alimentation? Ça sera quoi pour vous un achat responsable? Alors, la question est simple, mais elle est large en fait. Oui, très, très large. on est d'accord. Je les ai plus ou moins dit déjà dans la conclusion de mon intervention, avec ce marqueur fort autour de l'agriculture biologique et ce marqueur fort autour de local. Alors on sait, et M. Soulas l'a rappelé tout à l'heure, qu'on ne peut pas mettre de critères locaux sur les marchés publics. En tous les cas, on peut rêver à un moment donné d'avoir l'apport du bilan carbone pour mesurer justement l'impact carbone de l'alimentation, et reprendre cet exemple de navettes, de légumes qui viennent de Grenoble à Lyon et qui ont un impact carbone relativement déjà significatif. Hein. Et puis ensuite, les autres critères, on est en train de les retravailler justement avec ce grand moment qui arrive en 2023 de renouvellement de nos délégations de services publics sur quasiment la moitié de nos collèges, qui nous amène à réfléchir justement aux critères qu'on mettra derrière ce fameux achat responsable, en dehors de l'agriculture biologique et purement du critère local, à voir comment on les travaille. Et puis à côté de ça, on a aussi une démarche autour du végétarien, comme vous l'aurez pu noter dans la presse ces derniers mois. On va en parler. On en parlera, ok, très bien. Et non, je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses, M. Soulas. Non, vous avez dit l'essentiel, mais sur l'objectif, en tous les cas, ça va très très au-delà des objectifs Egalim, et on intégrera évidemment dans nos marchés, dans nos contrats, ces objectifs, peut-être de façon, je pense, séquencée, ce qui pose une deuxième question qui est en fait le suivi de nos contrats dans le temps, puisqu'on est bien conscient que la progression de ces taux, que ce soit le taux de qualité ou le taux de local, dépendra beaucoup de la capacité du territoire à répondre aussi. Donc forcément, on aura cette préoccupation-là dans nos contrats. Du coup, je veux rebondir justement sur la capacité du territoire, mais aussi dans le côté achat responsable. Il y a cette vocation aussi d'être juste rémunérateur par rapport à la filière. Donc c'est aussi travailler de concert avec les producteurs locaux qui aujourd'hui ont envie d'aller vers la commande publique, mais n'y arrivent pas pour une raison technique, pour une raison de volume, etc. Donc il y a aussi des enjeux d'allotissement de notre commande publique qui permettent aussi à des acteurs qui n'ont aujourd'hui pas les volumes suffisants pour pouvoir y répondre, et d'aller vers ce type d'aménagement de nos contrats pour pouvoir aussi répondre aux attentes ou aux capacités de nos producteurs locaux. Une question, justement, au regard de vos intentions. Comment est-ce que vous identifiez des acteurs qui seraient opportunistes et qui verdiraient leur offre de fourniture de services ou de denrées?
Qu'est-ce que vous allez avoir comme critères justement pour vous assurer que les engagements sont stables et forts dans le temps? Je laisserai répondre M. Soulas sur la partie contrôle et vérification de la commande publique, mais en soi déjà avoir des critères qui sont relativement concrets. Quand on parle de l'agriculture biologique, de 100% d'agriculture biologique, il est quand même assez difficile de verdir un aspect qui est déjà cadré finalement, au même titre qu'on avait jusqu'à présent des notions de label dans les marchés publics qui permettaient d'être relativement sûr de ce que le prestataire pouvait nous apporter comme réponse. Et puis après, je vous dis encore, il y a vraiment ce travail, et c'est pour moi tout l'enjeu qu'il y a derrière cette première vidéo avec les acteurs, c'est la discussion qu'on a avec ces acteurs pour construire ces marchés et justement les adapter au mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Donc merci à ceux qui sont connectés parce que finalement vous êtes les pionniers de cette démarche et c'est avec vous qu'on va construire ces marchés puisque c'est aussi pour vous qu'on les fait. Donc j'espère que la logique a été comprise et les mots du président essaient de l'exprimer le plus clairement possible en tous les cas. Une question qui s'adresse peut-être à vous deux. Quelle place le SPAR donne à l'achat innovant? Donc SPAR et alimentation. Sur le SPAR, en fait, l'innovation pourrait être mieux prise en compte dès lors qu'on a une interlocution étroite avec les acteurs du territoire. Donc c'est la visibilité ou la prévisibilité en fait de ces innovations du territoire et l'adaptation de l'expression du besoin de la collectivité pour accompagner ces mouvements d'innovation. En fait, la difficulté qu'on a, on va dire, sur la commande publique ancienne formule, ou on va dire de la commande publique de nos prédécesseurs, entre guillemets, ou des générations années 80, années 2000, c'est la capacité en fait de penser l'expression du besoin en fonction de la capacité de réponse du territoire. C'est vraiment un effort sur lequel la métropole de Lyon a vraiment des progrès à faire et on a vraiment besoin, on peut dire pour le coup, des professionnels du territoire pour nous accompagner dans cette démarche, puisqu'on n'y arrivera évidemment pas seul, on ne peut pas être à l'écoute d'un besoin territorial sans avoir cette rencontre de proximité. Quelques questions plus techniques, plus ciblées. Peut-être juste pour oui. ajouter quand même quelque chose, parce que on considère souvent la collectivité avec sa capacité de fonctionnement, c'est-à-dire d'aller accompagner les partenaires qui viennent structurer des filières, etc., plutôt de l'ingénierie quelque part. On connaît la collectivité avec son levier investissement, c'est-à-dire par exemple, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est la première fois qu'on a une délégation alimentation-agriculture et on a multiplié par 4 le budget pour arriver à 10 millions d'euros d'investissement pur, capacité d'investissement. Et on oubliait finalement que la collectivité, elle avait cette commande publique qui pouvait aussi participer au développement économique du territoire et à l'emploi sur le territoire. Et je pense que l'innovation, elle est aussi là. C'est, pour le prendre dans d'autres mots, mais pas forcément inverser la vapeur, mais plutôt de se dire que cette vapeur, on va l'orienter dans un tuyau qui est plus lié à l'emploi local, qui est plus lié à la dynamique locale, et évidemment qui est plus lié à notre politique d'impact environnemental. Donc, voilà. Alors, je reviendrai sur les questions un peu ciblées tout à l'heure. Vous avez présenté sur vos diapos le territoire métropolitain et l'autonomie alimentaire. Est-ce que dans vos objectifs, est-ce qu'il y a l'idée de nouer des liens avec des territoires voisins? Oui. Alors oui, Quelle forme, en comment, fait, quoi? dans la délégation qui m'a été confiée, il y a agriculture, alimentation et résilience du territoire. Et résilience du territoire, c'est pas seulement la résilience alimentaire, c'est la résilience globale du territoire, référence à ce qu'on vient de vivre, mais pas seulement, adaptation au changement climatique, etc. Et en fait, dans le postulat de base, c'est que cette résilience du territoire n'a de sens que s'il est, elle est imaginée à une échelle beaucoup plus large que les 59 communes et qui s'étend au moins sur la dimension alimentaire sur un périmètre de 50 km, qu'on appelle souvent le carré métropolitain, que certains connaissent déjà. Et donc ça amène la collectivité aussi à se positionner, et on en parlait avec M. Soulas sur le chemin pour venir jusqu'à vous, sur comment on opère des coopérations réelles, pérennes dans le temps, c'est-à-dire qui existeront après les alternatives politiques, parce qu'elles sont ancrées sur du concret, c'est-à-dire de l'économie, de l'échange de compétences, etc., des investissements. Et oui, il y a une vraie volonté. Et dans ma délégation, je suis en charge de la coopération avec les territoires voisins. Donc, reste à inventer la bonne formule qui ne reste pas sur un champ purement politique.
L'idée, c'est vraiment d'arriver sur des coopérations avec des contrats de réciprocité qui sont clairement définis, avec des objectifs communs, etc. Oui. Alors, vous avez évoqué les labels tout à l'heure. On a un débat dans le fil de conversation sur les labels, entre les labels qui sont très exigeants pour des petits producteurs ou petits transformateurs ou petits opérateurs, et puis des labels qui sont en fait des marques privées qui peuvent elles aussi pousser à la confusion. Est-ce que vous avez C'est quoi votre doctrine en fait sur les labels en matière alimentaire? À Ouais, part en le fait, bio. ouais, c'est vrai il y a une petite guerre des labels, on va dire ça comme ça. Oui, Après, l'enjeu est voilà, le critère sur lequel nous on fonctionne, c'est simplification, hein, et le 100% bio, il est là pour illustrer cette simplification. Donc, euh, donc voilà, ma réponse, elle est assez claire là, sur ces notions de label. merci. Alors, deux questions un peu techniques. Est-ce que dans votre délégation, vous avez la question du tri et valorisation des biodéchets? Alors, on a une émission sur les déchets, mais je ne sais pas si on Non, le traite avec vous ou avec je pense que l'émission déchets. vous traiterez ce sujet beaucoup mieux, donc, du coup avec Isabelle Petiot, je suppose, Oui, ma c'est collègue ça. qui est en charge de la gestion Oui. des déchets. Mais c'est intéressant quand même que je vous donne un petit point sur la gestion des déchets. On parle beaucoup de gaspillage alimentaire, hein, en tout cas dans la commande publique autour des cantines, il y a cette notion de gaspillage alimentaire. Et il y a aussi revalorisation du gaspillage alimentaire ou revalorisation de déchets organiques. Et en l'occurrence, une des politiques d'Isabelle Petiot aujourd'hui, c'est de revaloriser ce déchet organique à travers du compostage qui revient à la terre. En gros, tout à l'heure, je vous ai dit de la semence à l'assiette, la fourchette à fourchette. En fait, j'aurais dû dire de la terre à la terre pour dire les choses. On travaille sur la terre et finalement, le reste du process revient à la terre à travers du compostage et de l'amendement de nos terres métropolitaines. Et en fait, on a fait le calcul. En fait, les déchets qu'on produit aujourd'hui permettraient d'amender la quasi-totalité de nos terres agricoles. On pourrait ramener du compostage sur nos terres agricoles, qui en manque cruellement, bref. Encore une question très, très précise concernant la vaisselle plastique à usage unique dans la restauration collective. Où est-ce que vous en êtes et quels sont vos objectifs là à très court terme puisqu'on a une interdiction en 2020, dans les prochains mois? Alors, j'ai pas de réponse là-dessus. Je sais pas si on est. A priori, L'objectif, c'est. exactement, l'objectif c'est de respecter l'obligation légale. Donc on a quelques difficultés vu la période de crise qu'on a connue et notamment des modes de restauration un peu dégradés depuis la crise Covid. Mais en tout état de cause, la collectivité se met en ordre de marche pour respecter son obligation légale. Merci. Vous avez annoncé tout à l'heure 100% de bio, 50% de local pour les assiettes de nos collégiens. Est-ce que la production locale est en mesure de répondre à cet objectif aujourd'hui? Vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle le soit? Oui, alors elle permettrait quand même d'amener plus de bio dans les cantines. Aujourd'hui, c'est possible d'amener de l'agriculture Et le biologique local? dans les cantines. Le local, c'est plus compliqué. Mm. Le local, c'est plus compliqué parce qu'il y a ce mouvement un peu circuit long plus que circuit court. Et puis l'autre phénomène, c'est peut-être aussi le type de culture qui serait nécessaire pour alimenter les cantines, qui aujourd'hui trouvent aussi d'autres créneaux, d'autres filières, et en particulier la vente directe, en l'occurrence pour le maraîchage. Et donc, par exemple, devant ce constat d'absence ou pas assez de maraîchage pour la restauration collective, on a décidé de lancer un espace test agricole sur Vaux-en-Velin qui, j'espère, verra le jour au printemps prochain. Espace test qui permet en fait de ramener du maraîcher sur le territoire, leur proposer du foncier pour se tester sur le territoire et ensuite de nous laisser le temps pendant les 2 prochaines années d'identifier du foncier à proximité de cet espace test, donc probablement sur la terre du Velin, et de remettre du maraîchage, de reprendre une part de maraîchage sur les terres du Velin qui historiquement étaient maraîchères et qui sont vues grignoter au fil de l'eau, non pas par l'urbanisation, pas que en tous les cas, mais aussi par des grandes cultures de céréales, etc., qui ont leur intérêt et toute leur place, mais qui ont pris beaucoup de place par rapport au maraîchage. Et on en manque cruellement. Et donc il y a toute cette dynamique-là et la dynamique des coopérations avec les territoires voisins. Nous ne sommes pas que sur ces 12 000 hectares de terres agricoles sur la métropole. Et en l'occurrence, un chiffre, hein, si sur les 50 km que je décrivais tout à l'heure, on pourrait atteindre 73% d'autonomie alimentaire. Et on a 73% de nos besoins pour être comblés avec la production qui est située dans ce carré métropolitain de 50 km.
Merci beaucoup. Donc nous terminons cette première partie de questions-réponses. On y reviendra tout à l'heure. Donc vous pouvez continuer évidemment de poster vos commentaires, questions, suggestions dans le fil de conversation. Nous aurons un nouveau temps de questions-réponses tout à l'heure, juste après notre témoin, donc acteur économique. Vous avez parlé de gaspillage alimentaire, ça tombe bien, puisque nous avons avec nous, il va bientôt apparaître à l'écran, Monsieur Ronan de Dieuleveux. Bonjour, bonjour Monsieur de Dieuleveux. Bonjour Corinne, bonjour Monsieur Camus, bonjour Monsieur Soulas. Donc vous représentez la société Mille et un repas, dont vous êtes le directeur de la communication externe. Mille et un repas, c'est une entreprise créée à Lyon il y a 24 ans, spécialisée dans la restauration collective, à la fois pour les entreprises et les établissements scolaires. Vous avez aujourd'hui 160 restaurants, près de 850 employés. Merci tout d'abord d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de cette rencontre Achat responsable, dédiée à l'alimentation. Nous sommes très heureux de pouvoir vous écouter. Vous pourrez, derrière votre écran, envoyer, si vous le souhaitez, des questions à Monsieur de Dieuleveux. Donc la première, elle est toute simple. Quelles actions réalisez-vous chez Mille et un repas qui rejoignent les objectifs du SPAR? Et je crois que vous avez là-dessus deux expériences, une très longue qui s'appelle Zéro Gaspi et la nouvelle, la récente, qui s'appelle Déclic Vert. Et on a très envie de vous entendre sur ces deux points. Très bien, merci Corinne. Alors effectivement, Zéro Gaspille, c'est une vieille histoire chez Mille et un repas, puisqu'en fait, nous avons créé cette démarche en 2007 maintenant, donc c'est un petit peu ancien, ce qui nous a permis d'être largement prêts lors de l'année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire qui était en 2014. Et c'est vrai que très tôt, on s'est rendu compte dans les restaurants et nos clients avec nous qu'il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc on a pris des mesures en fait, d'abord de sensibilisation pour faire en sorte de réduire ce gaspillage alimentaire, et nous sommes arrivés assez vite d'ailleurs à une réduction d'à peu près 50% du gaspillage. Et pour nous, c'était pas suffisant. On était convaincus qu'il pouvait y avoir des gains encore plus importants, et nous avons travaillé à la restructuration, à la réorganisation spatiale du restaurant, en supprimant notamment les lignes de self. Donc ça, je vous rappelle que c'était dans les années 2010, donc aujourd'hui ça s'est un petit peu plus répandu, mais nous c'était assez tôt. Et grâce à cela, grâce à cette réorganisation, nous avons gagné encore plus de grammes, évidemment, qui n'étaient pas jetés dans les poubelles. Nous avons accompagné cette réorganisation spatiale des restaurants d'une sensibilisation des convives très forte, en passant notamment dans les classes pour leur expliquer que ce n'était pas un nouveau mode de distribution, mais que c'était bien un outil qui leur permettrait de réduire le gaspillage alimentaire de manière importante. Parallèlement à ça, nous avons évidemment renforcé notre formation, la formation des chefs, mais aussi des équipes, puisque les plongeurs, la plonge a un rôle essentiel également dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis, bien évidemment, tout cela, et vous l'avez rappelé, ça nous a permis, grâce à cette réduction du gaspillage, de faire des économies très importantes et de réinvestir donc dans les produits frais, les produits locaux, les produits de saison, et donc d'augmenter la qualité. Pour votre information, je vais donner quelques chiffres, des chiffres que vous connaissez, hein, qui ont été divulgués. Donc en 2014, c'était à peu près sur un plateau moyen de 450 grammes de nourriture. Globalement, le convive en jette à chaque repas à peu près 167 grammes. Aujourd'hui, malgré les actions qui ont été faites, il y a quand même toujours beaucoup de gaspillage. Et à l'époque, donc, et c'est toujours le cas chez nous, en fait, nous réduisons ce gaspillage à hauteur de 20 grammes. Ça veut dire qu'on gagne à peu près 130, 140 grammes de nourriture qui n'est pas jetée. Il n'y a que les déchets alimentaires. Quand je passe dans les classes, j'explique bien aux convives, aux jeunes scolaires, jeunes enfants, qu'il y a une différence essentielle entre la nourriture qu'il convient de respecter, puisqu'elle a été préparée par nos équipes à partir de 6 heures du matin, hein, clairement, comme dans beaucoup de restaurants scolaires. Et en fait, qu'il y a une grande différence entre cette nourriture et les déchets alimentaires, qui sont des déchets comme des os de poulet, comme des trognons de pommes, des pots de bananes ou autres. Et donc, grâce à cette explication et une sensibilisation régulière, évidemment, nous diminuons à peu près de 140 grammes par
convives et par repas les déchets alimentaires. Et ces économies, évidemment, puisque 140 grammes multipliés par à peu près 140 jours, un peu plus de 140 jours, multipliés chez nous par 30 000 convives qui sont dans 73 restaurants zéro gaspille, eh bien, ça nous fait des économies de l'ordre de 600 tonnes par an qui ne sont pas jetées. Évidemment, 600 tonnes de nourriture qui ne sont pas jetées, et tout cela nous permet, grâce à ces économies, de réinvestir évidemment dans les meilleurs produits. Alors ça c'est pour la première partie, mais elle est essentielle puisque cette démarche de regaspille, en fait, au départ était faite pour lutter contre le gaspillage alimentaire, et on s'est rendu compte très très vite, et d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, sur la formalisation d'une démarche très opérationnelle, très structurée, puisque nous avons créé un référentiel pour pouvoir harmoniser les cas de bonnes pratiques dans l'ensemble de nos restaurants et faire en sorte justement d'obtenir les mêmes résultats dans tous les restaurants mille et un repas. Donc ce référentiel, vous avez parlé de label tout à l'heure, on peut considérer d'une certaine manière qu'il nous permet de délivrer un label interne. Ce référentiel est agréé par Bureau Veritas, certification, bureau vérificateur, une tierce partie indépendante, donc, qui nous permet justement d'auditer nos restaurants et de faire en sorte que ce référentiel, qui contient 60 exigences, soit respecté. Donc évidemment, ça nous place dans un principe d'amélioration continue qui nous permet, grâce aux études de mesure, de pouvoir valider le fait que, outre le gaspillage alimentaire, eh bien, nous avons par exemple une optimisation des ressources énergétiques, des fluides très importante puisque nous avons supprimé une assiette sur les deux, que nous avons réduit la pénibilité également de manière très importante puisque ce sont nos élèves qui débarrassent eux-mêmes en fait leur assiette, leur plateau, leur couvert, et nous avons évidemment la conséquence également, c'est l'augmentation de la qualité puisque il y a un réinvestissement assez important en fait dans les produits frais, les produits locaux, etc. Donc nous voyons bien comment une démarche qui visait d'abord le gaspillage alimentaire, elle est allée beaucoup plus loin. Elle a d'abord permis de faire de la qualité avec un prix d'assiette qui n'a pas bougé. Et ça permet aussi après d'avoir finalement des conséquences en termes social, performance énergétique, etc. Donc ça va beaucoup plus loin que le gaspillage alimentaire. Quelques mots sur Déclic Vert, qui est le travail que vous faites sur l'offre végétarienne, l'offre sans viande. Tout à fait. Alors c'est vrai que comme nous travaillons depuis longtemps sur ces aspects, nous avons donc un sourcing aussi qui est assez bien maîtrisé, souvent d'ailleurs réalisé par nos chefs, qui sont assez sollicités dans les milieux urbains ou ruraux par les parents d'élèves, évidemment, qui sont producteurs, éleveurs, etc. Et donc, grâce à cela, nous avons commencé assez vite en fait à réfléchir sur les menus végétariens. Donc ça, c'était il y a à peu près 5 à 6 ans, 5 ans. Et on a eu une opportunité en fait d'aider aussi une jeune start-up qui se créait à l'époque avec 2 jeunes étudiants de l'école Isara. Et cette start-up en fait nous a demandé de tester en direct des produits alternatifs à la viande, donc des steaks et des boulettes de légumineuses. Ce que l'on a fait, donc en grandeur réelle, puisqu'en fait on a eu jusqu'à peu près 600 repas qui étaient servis avec ces produits. Et en fait, au départ, c'est assez amusant parce que nous avions une certaine réticence de certaines communes à utiliser ces produits, tout simplement parce qu'aussi à l'intérieur de cela, à l'intérieur des conseils municipaux, il y avait évidemment des éleveurs qui voyaient évidemment pas le remplacement de leurs produits d'un bon œil, et on leur expliquait que justement le remplacement de temps à autre en fait de ces produits par des produits locaux par ces produits de ces steaks et ces boulettes de légumineuses et de céréales nous permettrait d'augmenter encore plus la qualité évidemment, et il y a eu une assez forte adhésion. Au départ, on était à peu près sur 1 mois d'utilisation et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une demande assez générale en fait pour arriver à peu près à un menu par semaine, ce qui nous a évidemment posé un problème assez rapide puisque servir des boulettes et des steaks de céréales et de légumineuses une fois par mois, ça nous permet évidemment de pouvoir créer des recettes avec des sauces principalement, naturellement, alors qu'une fois par semaine, on a observé une certaine lassitude, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a créé un comité
de pilotage avec un certain nombre de chefs chez Mille et un repas, et donc nous avons créé les menus Déclic Vert qui nous ont permis en fait de faire des produits alternatifs à la viande. Nous avions eu un reportage d'ailleurs sur M6, sur France 5 également, dans un de nos établissements qui mettait en valeur en fait justement ces menus Déclic Vert. À l'époque, il y avait du chili sin carne, donc sans viande, il y avait des lasagnes de légumes, enfin tout un tas de choses qui nous permettaient à la fois d'apporter des éléments identiques en fait en termes de nutrition aux produits carnés et comment dirais-je, d'apporter aussi un indice de satisfaction assez fort puisque les enfants, les scolaires en fait appréciaient et apprécient toujours bien évidemment ces produits-là. Merci. Donc c'est quelque chose qu'on généralise encore puisqu'en fait c'est évidemment au même titre que le zéro gaspille, en fait on l'a comment dirais-je, mis en place dans un certain nombre d'autres restaurants naturellement. Merci beaucoup. Alors, vous avez évidemment, vous assistez à l'émission de ce matin sur l'alimentation, puisque nous avons le vice-président Jérémy Camus avec nous, nous avons Monsieur Soulas avec nous aussi, directeur général adjoint de la métropole. Qu'est-ce que vous auriez comme proposition, suggestion sur le SPAR pour la filière alimentation? C'est le moment ou jamais. Écoutez, deux choses. Je reprendrai ce qu'a dit M. Camus aussi tout à l'heure dans son propos. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place, nous aussi. C'est l'aide active, dans la mesure du possible, naturellement, en fait, aux producteurs pour leur permettre d'avoir une grande visibilité. C'est pas toujours facile, vous le savez bien. Et dans la mesure du possible, encore une fois, quand on peut s'engager sur des quantités annuelles, eh bien on essaie de le mettre en place. Encore une fois, c'est pas évidemment tout à fait simple et facile. J'ai observé également, quand même, nous avons observé, bien que je ne sois pas, vous l'avez noté, directeur des achats chez Mille et un repas, nous avons observé depuis toutes ces années deux problèmes en fait qui sont essentiels à résoudre. Ça va beaucoup mieux naturellement, mais deux problèmes qui sont essentiels à résoudre pour fluidifier les rapports entre la restauration collective et les producteurs, c'est les problèmes de livraison et de production. Lorsque nous avons besoin d'un certain nombre de produits, d'une matière en particulier, souvent en fait on se heurte à un manque de stock ou de production en fait de certains producteurs locaux. Et puis dans un autre cas, vous avez des producteurs qui refusent tout simplement de livrer quelques quantités, puisqu'en fait, et je veux bien les entendre évidemment sur ce plan-là, nous avons, ils ne se considèrent pas en fait comme des livreurs, comme des logisticiens, et donc ils ne peuvent pas évidemment passer 1h30 dans leur voiture par jour pour aller livrer. Je me souviens d'un éleveur à Ourou, on avait fait un petit film d'ailleurs chez lui, 40 bêtes, il avait 10% de son activité qui était fait vers les yaourts, il acceptait de nous livrer dans un collège en fait à Belleville. C'était facile pour lui, par contre il refusait de nous livrer à Saint-Pierre-de-Chandieu. Donc évidemment, ça peut nous poser des problèmes et ça peut remettre en cause parfois même d'ailleurs des collaborations, puisqu'en fait quand on se retrouve avec des producteurs qui ont des difficultés à la fois de production mais aussi de livraison, là, forcément il faut trouver des astuces ou des solutions. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle on avait très tôt, là aussi il y a quelques années en arrière, en fait aidé alors, nous ne l'avons pas créé naturellement, puisque c'était une initiative locale, mais nous avions aidé au développement en fait, d'une plateforme qui s'appelle Récolter, alors je ne sais pas si vous la connaissez, qui était dans l'Isère au départ. On a commencé par un restaurant, et puis après, évidemment, on a développé nos activités avec eux sur d'autres départements comme le Rhône et la Loire. Et c'est vrai que pour nous, c'est aussi assez intéressant de pouvoir nous reposer sur des plateformes comme celle-ci, aidées par les collectivités territoriales, pour acheter en plus grand nombre et évidemment avoir la certitude d'avoir une livraison qui soit conforme à nos attentes. Merci beaucoup, Monsieur Dieujeveux. Alors, il y a énormément de pistes là, il y a beaucoup de choses. Je vais peut-être proposer à Monsieur Camus de réagir. Alors, est-ce que la métropole va devenir une terre de légumineuses? On a parlé des livraisons, on a parlé de la production, enfin des engagements annuels.
Comment vous réagissez aux propositions de 1001 repas? Déjà, merci d'avoir fait ce témoignage parce que sur la première partie, je pense qu'on peut citer l'entreprise en question que vous avez accompagnée sur les boulettes de légumineuses. Oui. On parle bien de Harry & Co Oui, en c'est ça. l'occurrence. Voilà. Mm. On n'est pas vraiment à la télé, donc on peut dire une marque au moins, quoi. Puis ils sont de chez nous. Exactement. Et en l'occurrence, c'est assez intéressant cet exemple de voir des acteurs privés qui essayent de structurer une filière et qui accompagnent les acteurs qui font de la transformation, qui manquent sur un territoire et qui manquent globalement dans l'offre à destination de la restauration collective. Et puis en parallèle, vous avez une collectivité qui œuvre à remettre de la légumineuse sur le territoire et y trouver des débouchés pour les producteurs qui souhaitent se lancer dans cette légumineuse. Donc typiquement, c'est une action qu'on a menée et qui a fait l'objet d'un premier bilan à l'automne dernier, où on invitait des céréaliers en circuit long à tester de la culture de légumineuses, en particulier de lentilles, plutôt en circuit court, et pour les amener à tester ça, de leur garantir une débouchée dans la restauration collective. Donc on voit que là, il y a aussi un maillage à imaginer entre les actions des acteurs privés et de la collectivité pour peut-être faire matcher cette démarche qui est fortement accompagnée que par la collectivité, avec un accompagnement d'entreprises qui innovent dans ces secteurs-là et en lien avec les acteurs privés. Et puis le deuxième point, c'est peut-être le nœud de toute notre politique, c'est effectivement la logistique, la capacité à massifier entre guillemets la production agricole et de simplifier le métier des agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils font en grande partie un métier de logisticien pour amener leur production porte à porte, quasiment au pied de chaque restaurant scolaire, et ce qui amène des véritables pertes de plus-value, de valeur ajoutée pour ces producteurs dans ces enjeux de logistique. Et donc, il y a un enjeu sur ce mandat de soit accompagner les structures existantes comme Récolter, mais on pourrait citer aussi BioApro qui fait ce même travail de consolidation des productions et de quelque part simplifier la vie aux acheteurs à travers leur plateforme. Et puis, une autre enjeu, c'est la plateforme pure, c'est-à-dire avec la zone à faible émission qui sera mise en place sur ce mandat, c'est aussi répondre à cet enjeu de décarboner la logistique et en particulier la logistique d'approvisionnement agricole à travers une offre de service qui soit gagnante pour tout le monde, qui libère de l'activité de production aux producteurs et qui donne une solution à ces producteurs, un service pour leur permettre d'atteindre leurs clients. Et leurs clients, ça peut être des clients indirects à travers une plateforme d'approvisionnement, leurs clients directs à travers les commerçants ou les distributeurs locaux, etc. Donc oui, et cet enjeu-là, à mon avis, il n'est pas à construire seulement la collectivité et les producteurs, il est aussi à construire avec les clients de ces plateformes de production et de trouver la bonne articulation entre ces trois grandes dimensions. Donc y compris les restaurants. Y compris les restaurants, évidemment. On va mettre en place avec Cluster Bio à la rentrée l'automne les rencontres de la cuisine responsable, où on commence à amener les restaurateurs à se repositionner sur de l'approvisionnement local, sur de l'approvisionnement bio, etc., à travers un événement. Mais à mon sens, l'effet de levier, il est aussi à trouver, et là, on peut intervenir directement à travers notre commande publique, faciliter en fait l'approvisionnement. Alors, j'ai une question pour 1001 repas. Monsieur de Dieu le veut. Alors, c'est pas une question des acteurs économiques là, de notre audience, c'est une question des techniciens de la métropole qui sont dans l'équipe modération. Ils me l'envoyaient quand même. Alors, je pense qu'ils ont ces préoccupations en ce moment. Comment ont été vécues vos innovations culinaires sur les menus sans viande par les convives? Vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous avez observé et quel constat vous avez fait de vos expériences? Déclic vert. Bien, écoutez, l'accueil, comme je vous le disais, alors il y avait deux accueils. Il y avait l'accueil comment dirais-je, de nos clients, qui n'étaient pas forcément, surtout dans les communes, qui n'étaient pas forcément immédiatement en fait très positives. Ça s'est arrangé par la suite, je vous en ai parlé. Et c'est vrai que l'accueil des convives, alors qu'on parlait beaucoup moins justement des produits frais, des produits locaux déjà à l'époque, a été très bon. C'est pas notre surprise. Alors c'est vrai que je vais me permettre de valoriser un petit peu nos équipes quand même. C'est vrai que quand on a des chefs qui sont majoritairement ce qu'on appelle des cuisinants, quand on leur donne à cuisiner des bons produits avec des bonnes recettes, cuisine sur place, sur site, évidemment, ça augmente la qualité. Et donc, très souvent, en fait,
on retrouve avec des recettes qui sont et des plats qui effectivement qui sont des plats végétariens, mais qui sont pas forcément attendus par les convives, mais quand ils les découvrent, en fait, ils sont largement appréciés. Aussi appréciés évidemment que les autres. Merci beaucoup. J'ai des questions pour vous, Monsieur Camus ou Monsieur Soulas, vous me direz. On essaye de répondre rapidement pour pouvoir terminer, libérer nos participants à l'heure. Est-il question d'intégrer la dimension récupération et réemploi des emballages alimentaires dans les critères des appels d'offres pour les produits d'épicerie? Non, mais c'est forcément une bonne idée. Enfin, en tous les cas, ça relève de la logique de l'achat responsable. C'est-à-dire que la partie de l'achat responsable, c'est prendre la totalité du cycle, on va dire, de la satisfaction du besoin. Donc, y compris, on va dire, les opérations annexes, emballage, etc., comme on a parlé de la logistique tout à l'heure. Je pense que c'est aussi une question pour vous, la prochaine. Concrètement, dans quel calendrier les séquences de sourcing et de consultation pour les marchés évoqués ce jour se tiendront? Alors, on a vraiment une démarche qui reste à lancer, hein, puisqu'on a évoqué le plan d'action à partir plutôt de la fin d'année. Ça n'empêche pas déjà nos équipes de faire du sourcing sur certains des marchés qui sont en cours de renouvellement. Je rappelle simplement, c'est qu'il faudra, et c'est quand même une des préoccupations aussi du SPAR, c'est qu'il faut qu'on organise tout ça et qu'on scinde bien les temps de sourcing, des temps de mise en concurrence, puisque vous savez qu'on a un code de la commande publique qui est assez exigeant en la matière. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de la première partie de cette deuxième rencontre des achats responsables de la métropole de Lyon. Merci aux intervenants d'aujourd'hui. Monsieur Camus, vice-président agriculture, alimentation et résilience du territoire. Monsieur Soulas, directeur général adjoint à la métropole. Et monsieur de Dieuleveux, mille et un repas que nous avons eus à distance. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et à la production de cette émission. La régie qui est autour de nous, là, l'équipe modération qui est juste à côté, les équipes de la métropole qui sont investies sur le SPAR, je rappelle en particulier les délégations pilotage, ingénierie administrative et financière, délégation du développement durable, direction de la prospective et du dialogue public et le service d'accompagnement à la transformation. Merci à vous tous aussi beaucoup de vos contributions depuis vos écrans. Vous avez été très nombreux à vous manifester sur le fil de conversation en particulier et puis en réponse à nos sondages. Nous espérons évidemment vous retrouver aux prochaines rencontres des achats responsables. La prochaine, c'est jeudi prochain, 10 juin pour la filière travaux, c'est-à-dire espace public, bâtiments et voirie. Et le 17 juin, ça sera le tour de la filière déchets et nettoiement. Et c'est sans doute là que nous parlerons des biodéchets. Vous pourrez retrouver le replay de la rencontre d'aujourd'hui d'ici quelques jours sur le site web du SPAR. Celui de la première émission la semaine dernière, émission généraliste, est déjà disponible dans l'onglet médiathèque de ce site web. Et puis nous vous invitons également à répondre au questionnaire en ligne. Le questionnaire, il est accessible lui aussi sur le site web du SPAR et comme ça vous pourrez nous faire part de toutes vos démarches, en particulier démarches RSE, démarches d'achat, relations avec la métropole sur les appels d'offres et évidemment vos suggestions pour le SPAR. Pour les acteurs économiques qui souhaitent poursuivre les échanges, nous lançons dans quelques instants un espace de discussion. Il sera animé par notre équipe Corpoé. L'objectif est de partager vos retours d'expérience et vos suggestions sur le SPAR. Vos contributions seront évidemment communiquées à la métropole. Cela va se passer dans une visio Zoom. Depuis quelques mois, vous avez l'habitude des visio Zoom. Vous avez le lien qui s'est affiché dans votre menu en haut à gauche et sans doute aussi dans le fil de conversation. À toutes et tous, en tout cas, nous souhaitons une très belle journée. Et pour ceux qui restent, rendez-vous à 12h05 sur le lien Zoom qui s'est affiché. C'est ma collègue Charlotte Mater qui vous accueillera. Donc on vous dit là, à très vite. Merci beaucoup. Merci.